Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. Pour la paix, dit-il que je travaille, loin des canons, je vis en liberté. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 30 juin et depuis les studios de Radio Libre en Périgord, voici la 550e ou 551e chronique du groupe Fred Zeller. Aujourd'hui, je vais d'abord aborder un premier sujet qui est en fait un texte qui est paru sur Internet qui concerne la question de ce qui se passe aux États-Unis, du Trumpisme. Et puis après, je reviendrai sur les petits articles qui expliquent ce qu'est ou ce que n'est pas la loi de 1905, la laïcité. Et là, aujourd'hui, en principe, je vous lirai deux articles. La laïcité, c'est la séparation des églises et de l'État, des églises et de l'école. Et le deuxième article, la laïcité, ce n'est pas la sécularisation forcée. Et puis pour le choix musical, ce sera une formule un petit peu différente puisque j'ai retrouvé les textes de chansons d'un auteur qui a vécu au moment du Second Empire, qui a écrit de nombreux textes de chansons, dont l'une d'elles est intitulée Libre pensée. Je me devais donc de vous la faire entendre, sauf que la version musicale, je ne l'ai pas trouvée. Je ne sais pas si elle existe, si parmi nos auditrices, auditeurs, certains connaissent des versions musicales, des versions chantées des chansons de cet auteur donc, qui datent du 19e siècle. Eh bien, je serai très très heureux de pouvoir avoir ces informations. Donc là, je vous lirai simplement les paroles de la chanson Libre pensée. Alors commençons par le premier sujet sur cette question du Trumpisme. L'auteur Joël Schnapp a commis un article qui est très intéressant, qu'il a intitulé « La grande victoire des évangéliques ». Et il a donné l'autorisation à l'IRELB, l'Institut de recherche et d'études de la libre pensée, de pouvoir diffuser ce texte et de le faire connaître donc aux destinataires, aux milliers de destinataires de la lettre d'information de l'IRELB. Et je me permets de lire cette lettre donc dans le cadre de cet article parce que ça me semble contribuer à aux réflexions que nous essayons de propulser à travers cette chronique. La grande victoire des évangéliques. Dans un article du Guardian qui a marqué les esprits, Naomi Klein et Astra ont inventé le concept de fascisme de la fin des temps. Elles mettent en avant la conjonction des intérêts des milliardaires qui tablent sur un prochain effondrement civilisationnel, d'où leur frénésie survivaliste, et du credo des fondamentalistes chrétiens qui répètent inlassablement que la fin des temps est imminente. Les deux journalistes affirment notamment que jamais auparavant on n'avait été confronté à un gouvernement aux tendances si puissamment apocalyptiques. Dans cet article riche et d'une densité remarquable, les autrices, pour qui le Trumpisme n'est pas un vieux mariage entre le néolibéralisme et le néoconservatisme, sont tellement affairées par la définition de leur concept sur les plans socio-économiques et politiques qu'elles négligent quelque peu à leur tour la dimension religieuse qu'elles ont pourtant dûment pointée du doigt. Si l'on veut comprendre le Trumpisme, il faut interroger, dans une perspective brodélienne de longue durée, l'influence croissante des évangéliques depuis plusieurs décennies. En effet, au cœur de l'idéologie qui a permis à Trump de s'emparer du pouvoir, la religion a été essentielle. Après l'attentat de Butler, pendant les derniers mois de la campagne, le milliardaire n'a cessé de répéter qu'il avait été choisi par Dieu. Ses discours ont dépeint les États-Unis sous un jour clairement apocalyptique et ses adversaires ont été diabolisés. Kamala Harris, la première, qui a été implicitement comparée à la grande prostituée de Babylone. Vers la fin de la campagne, quand la victoire s'est trouvée à portée de main, le ton a considérablement changé et on est passé d'un millénarisme glaçant à un messianisme exalté. Le candidat annonçait le retour prochain d'un âge d'or qui partageait de nombreuses caractéristiques avec le millénium décrit au chapitre 20 de l'Apocalypse de Jean. Avec la victoire, les questions religieuses n'ont pas disparu, bien au contraire. À travers la mise en place du Project 2025, elles semblent constituer le cœur du projet présidentiel. Du chaos qui a suivi la prise du pouvoir du milliardaire, on peut tenter de mettre en lumière plusieurs éléments qui correspondent à la lettre à l'agenda politique des évangéliques depuis plus d'un siècle et plus généralement à celui des promoteurs d'un nationalisme chrétien. La première action diplomatique du président lors de son entrée en fonction a été de recevoir le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Bien entendu,
Ce n'est pas seulement révélateur d'un manque d'empathie envers la population palestinienne martyrisée. Le président la déporterait d'ailleurs volontiers vers la Jordanie ou l'Égypte. C'est surtout un marqueur très important pour les évangéliques. La restauration d'Israël fait en effet partie de leurs fondamentaux depuis la Niagara Bible Conference de 1878. Le sionisme chrétien précède d'une quinzaine d'années le sionisme juif tel que Theodor Herzl l'a défini dans l'État des Juifs en 1896. Le président Trump cherche à imposer au monde entier une nouvelle hégémonie. Cela se traduit bien entendu par une augmentation drastique et unilatérale des droits de douane ou par la volonté de régler coûte que coûte les conflits en Ukraine et en Israël. Trump veut montrer que l'Amérique pèse à nouveau sur les destinées du monde entier. On peut certainement y voir une nostalgie de la fin du XXe siècle, quand les États-Unis, vainqueurs de la guerre froide, étaient de fait l'unique superpuissance du monde. On peut également y déceler la volonté de réaffirmer un concept clé de l'histoire américaine, celui de la destinée manifeste. À leurs yeux, le peuple américain aurait été, comme autrefois les Hébreux, choisi par Dieu. Ce concept a permis au XIXe siècle de justifier la conquête de l'Ouest au détriment des populations indigènes et mexicaines. C'est justement à cette idée que Donald Trump a fait référence dans son discours d'investiture, dans lequel il a appelé à la conquête de Mars. Ce messianisme national fait partie intégrante des conceptions des pères pèlerins depuis leur arrivée sur le Mayflower en 1620. Ce qui préoccupe avant tout Trump et son équipe, c'est la situation intérieure aux États-Unis. En témoigne l'arrivée d'Elon Musk à la tête d'un ministère de l'efficacité gouvernementale, le DOGE, Department of Government Efficacy, afin de sabrer dans les dépenses de l'État. Le résultat est impressionnant et évoque la fameuse tronçonneuse de Javier Milei. Depuis la fin janvier, le DOGE a semé la terreur dans les agences de l'État américain. Des milliers de fonctionnaires ont été renvoyés du jour au lendemain et des agences entières ont été brutalement fermées. Or, le démantèlement des structures étatiques, notamment de celles héritées du New Deal, est l'aboutissement d'un combat séculaire des évangéliques qui, selon l'historien Sutton, citation, « ne croyait pas que le gouvernement doive s'occuper du bien-être des individus ». Parallèlement aux vagues de licenciements de fonctionnaires et à la destruction des agences gouvernementales, les attaques contre l'éducation ont également été d'une rare violence. Il s'agit visiblement de mettre fin au wokisme, entre guillemets, supposé des institutions scolaires et universitaires. L'éducation est donc la cible de l'administration Trump et le président, qui a nommé Linda McMahon, une ancienne dirigeante de la Fédération de catch, au secrétariat d'État à l'éducation, lui a demandé de se mettre elle-même au chômage. En ligne de mire, il y a la suppression de ce secrétariat d'État, ce qui priverait les écoles américaines d'au moins 13% de leur financement. L'école est indéniablement un lieu de crispation intense pour les tenants du nationalisme chrétien. Dans certains États, on donne aux enfants une éducation sexuelle qui relèverait de la théorie du genre et qui reconnaîtrait les différentes orientations sexuelles, LGBTQ+, inclus. La fin des subventions fédérales donnerait l'occasion de s'y attaquer. Des menaces similaires planent sur les universités et sur leur financement. Présentées comme des repères de gauchistes anti-américains et wokistes, elles sont également coupables de mobilisation massive contre le génocide à Gaza. Ce n'est donc pas une surprise qu'elles apparaissent comme une cible privilégiée de l'administration Trump et en troupe au milieu l'université de Harvard. Or, c'est précisément dans cette université qu'en 1869, Charles William Eliot a été élu à la présidence, permettant alors la modernisation et la sécularisation des universités. Par réaction, des fondamentalistes ont ouvert des universités privées et religieuses, des Bible Schools, dont les programmes réservent une place centrale à la théologie. L'heure de la revanche a sonné. Mais il ne s'agit pas seulement de régler des comptes avec des universités progressistes. On peut aussi y voir des attaques directes contre la science. Donald Trump n'a jamais caché son climato-scepticisme et son mépris total pour les questions d'environnement. C'est dans cette perspective qu'il faut replacer les attaques contre la science. On retrouve, parmi les premières victimes du DOGE, évidemment les sciences du climat et la plupart des documents concernant le réchauffement climatique ont disparu des bases de données des différents ministères. Au diapason de son président, Vance mène la charge, et lui qui affirmait déjà en 2021 que les professeurs étaient l'ennemi. Citation donc de Vance. Enfin, le Bureau de la foi a été créé à la Maison-Blanche et confié aux mains expertes de la pasteure évangélique Paula White. La lecture de l'ordre exécutif du 7 février 2025 qui crée ce bureau est édifiante. On y lit dans la section 1
que les entités basées sur la foi, présentées comme bénéfiques pour la population, doivent bénéficier de subventions, de contrats et de programmes fédéraux, au moment où tous les autres programmes fédéraux sont gelés. On comprend bien qu'il s'agit de remplacer des structures étatiques, laïques, par des structures religieuses. Plus loin, à la section 4, une formule retient considérablement l'attention. Il y a question de la lutte contre les actes antichrétiens. Cela peut sembler anodin pour le commun des mortels, d'autant qu'il y a fort peu d'actes de violence dirigés contre des institutions chrétiennes. Mais il faut se souvenir que le terme antichrétien peut désigner tout autant les actes contre les communautés chrétiennes que les crimes de l'antichrist. La meilleure définition du fondamentalisme, écrivait Sutton, c'est un évangélisme radical et apocalyptique. On en trouve ici une illustration frappante. En jouant sur les mots, cet ordre exécutif instille la peur de l'Antichrist, à savoir l'ennemi ultime de l'humanité, et rappelle à tous les fidèles que la fin du monde approche et que la lutte contre les armées de l'Antichrist a déjà commencé. Le trumpisme est-il donc un fascisme ? La question est visiblement à la mode, mais il faudra sans doute attendre la fin du mandat présidentiel pour y répondre exactement. En revanche, on peut dès maintenant affirmer que les actions du gouvernement Trump sont parfaitement calibrées pour répondre aux attentes des évangéliques. La victoire de Trump en 2024, c'est avant tout la leur, et ils espèrent qu'elle durera longtemps. Steve Bannon l'a affirmé sans embâche ces derniers jours, il faut rendre permanente la révolution en cours. Si rien ne vient contrecarrer les plans des nationalistes chrétiens, il est possible que le prochain régime américain ne soit pas très différent de la République de Gilead dans La Servante écarlate de Margaret Atwood, où une charia chrétienne est mise en place. Voilà, fin de cet article. Je n'ai pas lu les très très nombreux renvois en bas de page qu'il y a dans cet article que vous pourrez retrouver sur le site de l'IRELP, irelp.fr, dans la liste donc des différentes newsletters qu'envoie l'Institut de recherche et d'études de la libre pensée. Donc voilà pour ce premier sujet. Deuxième sujet, eh bien, c'est les fameux petits articles qui expliquent ce qu'est ou ce que n'est pas la laïcité, la loi de 1905. Et donc, le premier article que je vous propose aujourd'hui, article de Christian Eschen, la laïcité, c'est la séparation des églises et de l'État, des églises et de l'école. On a vu précédemment que pour garantir la liberté absolue de conscience pour tous, il fallait séparer la sphère religieuse de celle de l'État. C'est ce que fit la loi du 9 décembre 1905. Pour respecter toutes les opinions, même religieuses, il ne fallait en reconnaître aucune officiellement et donc ne pas donner un statut particulier privilégié à une religion en particulier. C'est tout le contraire qu'ont fait la Ve République et ses gouvernements successifs, par la loi Debré de 1959, par toutes les lois anti-laïques qui se sont succédées depuis, par Lionel Jospin qui institua une instance de dialogue permanent avec l'Église catholique, et non avec les autres religions, par les déclarations de Nicolas Sarkozy, mettant le prêtre au-dessus de l'instituteur, et de Macron, renouant les liens de l'Église avec l'État, et célébrant officiellement une fête religieuse du judaïsme à l'Élysée. La première étape de la laïcisation de la République fut sans conteste les grandes lois laïques scolaires de 1881, 82, 84, 86 qui bâtirent l'école publique laïque pour détacher l'instruction publique du cléricalisme dominateur imposé par le concordat bonapartiste de 1801. Il fallait d'abord respecter la liberté de conscience et interdire l'endoctrinement religieux des enfants en formation à l'école. C'est pourquoi les enseignants, les personnels, les locaux, les programmes scolaires devaient être laïques, c'est-à-dire neutres par l'ignorance du religieux, par le seul souci d'instruire et d'enseigner des connaissances rationnelles, indiscutables et vérifiées. Chacun étant libre par ailleurs de mettre ses enfants dans le privé ou de les éduquer lui-même, à la condition que cela ne soit pas financé sur les fonds publics. Chacun est libre de refuser les transports publics collectifs et de prendre son véhicule personnel, mais ce n'est pas à l'État de payer votre envie personnelle. L'école publique laïque a donc permis de sortir de l'ignorance la grande masse des enfants, ignorance organisée par l'Église et les possédants, car, comme le disait Adolphe Thiers, le massacreur de la Commune de Paris, citation, « L'instruction est un début d'aisance, et l'aisance n'est pas due à tout le monde. » Fin de citation. Les élèves acquirent un savoir, une culture débouchant sur l'obtention de diplômes nécessaires pour avoir un métier. Quand toute une génération fut gagnée à cela, la majorité du pays décida d'aller plus loin sur le chemin de la liberté par l'adoption de la loi de 1905.
La réaction politique, économique et religieuse n'a jamais accepté que la société lui échappe. C'est pourquoi elle n'eut cesse de valoriser l'enseignement privé catholique qui lui enseignait la soumission et le refus de la révolte. C'est ainsi que, notamment, avec la loi Debré, chaque année, celui-ci reçoit plus de 12 milliards de fonds publics volés à l'enseignement public, ce qui représente l'équivalent de 180 000 postes. Imaginez un peu ce que serait l'enseignement public si on ne lui volait pas cet avoir nécessaire à sa mission. C'est pourquoi la libre pensée, avec ce qui reste de l'authentique mouvement laïque, exige l'abrogation de la loi Debré et des lois anti-laïques. Les scandales récents dans l'enseignement catholique ne font que renforcer cette exigence démocratique. C'est pourquoi le mouvement laïque s'est reconstitué de facto après les déclarations scandaleuses des ministres macronistes et la turpitude de l'enseignement catholique. Un collectif unitaire s'est mis en place pour en finir avec ce financement public intolérable. La libre pensée, qui participe pleinement dans cette démarche unitaire, a proposé un plan de sortie en 6 ans du financement public de l'enseignement privé, essentiellement catholique. Plan assorti de 3 propositions de loi pour atteindre ce but. Il est plus que temps d'agir réellement maintenant, d'en finir avec ce scandale anti-laïque et de redonner enfin les moyens à l'enseignement public de fonctionner correctement. Pour la première fois depuis longtemps, l'abrogation de la loi Debré est compréhensible, possible et saisissable par le plus grand nombre. L'outil s'appelle le plan de sortie pour en finir avec la loi Debré. À chacun et à tous de s'en servir maintenant. L'heure de l'action est venue. Voilà, donc ça c'était le premier article. Et le second article, il est titré « La laïcité, ce n'est pas la sécularisation forcée ». Et c'est toujours Christian Echen qui l'a écrit. Il y a bien lieu de distinguer nettement 2 notions que beaucoup confondent. La laïcisation des institutions qui garantit la neutralité de l'État, de l'administration et des services publics, et la sécularisation de la société qui concerne la sphère privée. La sécularisation est un phénomène social, religieux et politique qui voit les habitants d'un pays se détacher de plus en plus de la matrice religieuse et du domaine de la croyance, alors que la laïcité vise à protéger toutes les opinions, même religieuses. Déclaration des droits de l'homme et de 1789. Il s'agit donc de 2 sphères totalement différentes, la sphère publique et la sphère privée, en vertu du principe de séparation des églises et de l'État. Prenons 3 exemples pour bien comprendre. La France, qui est un pays dont les institutions sont laïques et la société est profondément sécularisée. Les USA connaissent des institutions laïques, mais la sécularisation avance lentement et la religiosité de la société est encore importante. Les Pays-Bas ont des institutions clérico-monarchistes, donc anti-laïques, mais la société est profondément sécularisée. La laïcisation est œuvre de gouvernement, la sécularisation est œuvre des citoyens. En décrétant arbitrairement ce qui est religieux ou pas, voilà Baya, Burkini par exemple, en autorisant ou pas, pour 5 ans, les associations religieuses chargées du culte, la loi du 24 août 2021 est un viol conséquent de la loi de 1905. Ce n'est pas à l'État, ni au pouvoir, de dire ce qui est religieux ou pas, tant en matière de dogmes, de principes, de vêtements, de comportements. Cela est du seul apanage des religions. On arrive ainsi à cette chose ahurissante. Les autorités les plus hautes des cultes musulmans se disputent pour savoir si le voile est un symbole religieux ou pas. Par contre, elles sont toutes d'accord pour dire que l'abaya et le burkini ne sont absolument pas une marque religieuse. Et pourtant, les gouvernements macronistes décident que ce sont des symboles religieux. Nous ne sommes plus dans la formule de Victor Hugo, l'État chez lui, l'Église chez elle. Il y a un mélange du religieux et du politique, et du fait du pouvoir, il n'y a plus de séparation. Et dans le même temps, les crimes sexuels de l'Église catholique sont couverts du manteau de Noé par la Ve République. C'est la même volonté totalitaire que de vouloir organiser à toute force le culte musulman. En fait, les cultes musulmans, car il y en a plusieurs et contradictoires entre eux, à la place des musulmans eux-mêmes et des responsables religieux de l'islam. C'est la tentative permanente du bonapartisme de faire un néo-concordat musulman, ce qui est une chimère absolue. Dans son ouvrage « Gouverner l'islam en France », Franck Frégosi pose la véritable question centrale : est-ce à une république dite laïque d'organiser une religion ? Et là, je me permets une petite parenthèse, puisque cet article de Franck Frégosi, je crois que je l'avais cité, qu'on avait évoqué son livre dans une chronique il y a déjà plusieurs mois. La loi dite séparatisme de 2021
veut instituer une idéologie d'État à travers l'imposition obligatoire de valeurs à tous, et elle veut imposer une sécularisation forcée, imposée et totalitaire à l'islam et surtout à celles et ceux qui se reconnaissent dans cette religion. Le pouvoir veut faire disparaître l'islam et les musulmans de tout l'espace visible. La loi dite sécurité globale, qui met la police partout et la justice nulle part, est une loi qui réprime les citoyens. La loi dite séparatisme est une loi qui opprime les consciences en réprimant toute déviance, entre guillemets, caractérisée ainsi par l'État. C'est le totalitarisme en marche. Le rapport sur les frères musulmans fait à la demande du gouvernement est d'un vide absolu et une pierre de plus dans les menées totalitaires du gouvernement. Voilà ce qu'en dit Nicolas Cadenne, ancien responsable de l'Observatoire de la laïcité et cofondateur de la Vigie de la laïcité dans Le Monde du 28 mai 2025. Citation donc de Nicolas Cadenne. Le rapport est marqué par une méthodologie peu rigoureuse, des approximations ainsi qu'un déficit des sources et de points de vue. Ces derniers temps, le pays s'enfonce dans la honte pour satisfaire un imaginaire rance et sondagier. On aimerait que politiques et médias, plutôt que de laisser entendre que l'islam tout court serait un ennemi de l'intérieur, prennent une seconde de recul et s'interrogent. Fin de citation. La libre pensée fait le même constat affligeant. Citation. Les éléments matériels de la menace que font peser sur la France les frères musulmans, sur la base même des documents gouvernementaux fournis par le pouvoir, nous saisissent d'effroi. On compte 1000 personnes affiliées à cette organisation qui draine péniblement le vendredi 91 000 fidèles, dont la plupart ne se reconnaissent pas dans la figure d'Aïl Bana. Les frères musulmans contrôlent 139 lieux de culte sur 2800, ainsi que 53 associations cultuelles, dont une douzaine seraient en sommeil. Les moyens financiers dont dispose ce dangereux ennemi de l'intérieur, en diminution de 50% en 5 ans, s'élèvent à 500 000 euros par an. Fin de citation. C'est le règne du soupçon, de l'insinuation, de supputation, qui ne repose sur aucun fait établi. Comme le disait Coluche dans son fameux sketch, les milieux autorisés s'autorisent à penser que. Le concept précède la preuve. Les musulmans sont coupables et responsables, on va bien finir par trouver quelque chose pour le prouver, sinon on inventera. C'est du Goebbels à la petite semaine. Comme le disait Pierre Desproges, il vaut mieux se taire parfois au risque de passer pour un imbécile plutôt que de parler et ne laisser aucun doute sur le sujet. C'est tellement gros et nul que la baudruche est en train de se dégonfler, personne n'y croit, mais cela sert quand même à alimenter la haine contre les musulmans pour préparer une guerre civile qui sera le complément de la guerre tout court. Voilà, donc ça c'était ce deuxième article de cette série qui a été transmise par la Libre Pensée à un organe de presse qui le diffuse chaque semaine. Voilà, alors je vous propose maintenant d'en venir non pas au choix musical, puisque j'ai indiqué en début d'émission que, ayant trouvé des articles au sujet de ce poète, chansonnier, qui est auteur de pièces de théâtre, de petites opérettes, etc., qu'est Paul Avenel, à travers une chanson qu'il a écrite et dont le titre est « Libre pensée » et qui donc s'impose un petit peu à nous. Donc un petit mot sur Paul Avenel. Il a donc vécu pendant la période du Second Empire, dont il était un opposant absolu, et il a écrit de très nombreux pamphlets contre ce régime, avec beaucoup d'humour. Alors il y a d'ailleurs plusieurs livres qui sont parus, soit de lui, soit reprenant les textes qu'il a écrits, et il y en a notamment un que l'on trouve sur Wikisource, qui est intitulé « Chants et chansons politiques » et dans lequel sont listées un certain nombre de ces chansons et avec des renvois permettant d'en avoir les paroles. Et donc je vous propose aujourd'hui la lecture de cette chanson dont il dit qu'elle doit être chantée sur un air qui est aussitôt que la lumière. Je ne vois pas exactement ce qu'est cet air, mais je pourrais y rechercher. Et comme je disais en début d'émission également, aucune des chansons qui sont listées là sur Wikisource
n'a d'interprétation que j'ai pu retrouver notamment sur YouTube. Et bon, je ne sais pas si ça n'existe pas du tout ou si c'est un petit peu plus difficile à trouver, mais je serais très très intéressé d'avoir connaissance de tout enregistrement, toute interprétation de ces chansons dont beaucoup sont très très intéressantes au niveau des paroles. Donc voici celle-ci titrée Libre pensée. Aussitôt que la lumière frappe mon œil matinal, je commence ma carrière par dévorer mon journal. Si je vois la politique prendre un ténébreux chemin, je mets tout en République pour le bien du genre humain. Vous comprenez que je prône franchement la liberté, car je vois sur plus d'un trône une triste majesté. On a chassé les Jésuites, mais Escobar n'est pas mort. Malgré toutes nos poursuites, en France, il gouverne encore. On nous a dit que le pape était jadis libéral, mais il paraît que la chape en fit un bon cardinal. Depuis qu'il a la tiare, on a tant versé de sang qu'il en traverse une mare pour monter au Vatican. On promet le libre-échange et d'abolir les octrois. C'est pour nous donner le change qu'on nous promet tant, je crois. Car, où règne la misère, les soldats et les cagots, il ne faut pas qu'on espère un dégrèvement d'impôts. Quand le peuple saura lire, certes, on ne trouvera pas, comme aujourd'hui, pour l'Empire, des mouchards et des soldats, endormis par l'ignorance. Il n'a pas de volonté, lui, qui serait maître en France s'il voulait la liberté. Mais un jour, la République reviendra front haut, bras nus, pour anéantir la clique des vendeurs et des vendus. Si je meurs dans la tempête, ô peuple, écris de ta main, si j'y un pauvre poète, mort en bon républicain. Voilà, donc ce sont des paroles que je trouve tout à fait intéressantes. Je relirai très probablement dans d'autres chroniques d'autres textes de Paul Avenel. Et je crois que là, il y a tout un travail à organiser pour reconstituer ce patrimoine populaire de chansons anticléricales. Et concernant sur le plan politique, les chansons contre le Second Empire qui constitue une source extrêmement importante, tant ce Second Empire a attisé d'opposition. Bon, on connaît l'opposition de Victor Hugo, qui est resté très célèbre, mais il a, je ne sais pas c'est lui qui a généré, mais s'est trouvé pendant cette période des dizaines et des dizaines de chansonniers, de poètes, et qui ont écrit chansons, pamphlets, etc. C'est une source quasi inépuisable dans laquelle on reviendra parce qu'il y a des relations avec ce qui se passe aujourd'hui. On le voit sur cette question de la guerre, entre autres, qui est évoquée dans cette chanson de la libre pensée. Donc, on ne va pas se gêner pour retrouver tous ces textes très, très, très intéressants. Alors, pour terminer, puisqu'il me reste quelques secondes, j'aurais juste cité un ouvrage qui peut être un livre de vacances. Il s'agit d'un ouvrage qui a été écrit par Jean-Marc Schiappa, donc ancien président de l'Institut de recherche et d'études de la libre pensée, qui a écrit ce livre titré « Relire la Révolution française ». Et donc, dans la présentation, il est dit, dans ce nouvel opus, notre ami et camarade Jean-Marc Schiappa réussit un double score, toujours se renouveler sur un sujet qu'il a bien souvent et longuement traité, et nous faire vivre ces moments révolutionnaires si intenses, et souvent, selon l'expression populaire, on s'y croirait vraiment, et cela suscite l'intelligence de la réflexion sur ce qu'il aurait fallu faire si on avait été de la mêlée. Et rassurons les hommes inquiets, s'il y en avait, on parle bien de Gracchus Babeuf dans cet ouvrage consistant et prenant. Ce qui est très intéressant est de voir comment, dans une situation chaotique, malgré toutes les contradictions, les avancées et les reculs, on va passer d'un pays qui ploie sous les servitudes et les pesanteurs de l'Ancien Régime à un pays moderne qui va sortir de la nuit. L'auteur indique la situation de départ, 34 généralités aux provinces, 40 gouvernements militaires, 135 diocèses, 13 parlements judiciaires, 5 juridictions diverses de perception de l'impôt sur le sel, la gabelle, et la situation d'arrivée. Un pays unifié, ce qui n'est pas exactement la même chose que centralisé. Voilà, donc ce livre, je le rappelle le titre, « Relire la Révolution française » par Jean-Marc Schiappa. Vous pouvez bien sûr le trouver en contactant le groupe Fred Zeller, groupe-fred-zeller@lpdordogne.fr. À la semaine prochaine pour une prochaine chronique du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. En forgeant un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h.
Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30. Elle tient,